Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. La question bonus de cette interview sera adressée par l'un de nos chroniqueurs, Raphaël Antoven, pas forcément dans votre domaine de compétences, vous verrez. Marlène Schiappa, hier vous êtes rendue au CHU de Poitiers au chevet de Ouria, cette femme de 34 ans poignardée par son ex-mari et que vous aviez rencontrée en novembre dernier. Comment va-t-elle? Sa vie est en danger? Elle va mal. Oui, les médecins nous disent que sa vie est en danger. Elle a été plongée dans le coma. Elle a fait plusieurs arrêts cardiaques après avoir été poignardée à 2 reprises, dont une fois à l'aisselle qui lui a perforé le poumon. Donc elle va mal. Toutes les violences sont révoltantes, les violences conjugales encore plus, mais celle-ci était connue avant que le drame ne survienne. Comment expliquer, vous l'aviez rencontrée cette femme, comment expliquer que ça n'ait pas suffi à la protéger? C'est pour ça que c'est d'autant plus terrible. Ça s'est passé à Angoulême, et Angoulême, c'est un territoire d'excellence dans la lutte contre les violences conjugales, avec des protocoles de prévention qui sont mis en œuvre. Par exemple, cette femme, elle était très bien suivie par un centre qui s'appelle Parenthèse, qui l'avait prise en charge, avec des travailleurs sociaux extrêmement mobilisés, qui l'avaient mise à l'abri. Elle était dans une maison cachée, une maison pour être hébergée avec ses 3 enfants, et son ex-conjoint l'a retrouvée, parce qu'il l'a pistée, il l'a poursuivie, il l'a retrouvée, et il s'est jeté sur elle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait déposé une plainte. Il y a eu un premier procès. Il a été condamné, mais il a fait appel. Et là, on était dans la période d'appel avant la suite de l'instruction, enfin des condamnations judiciaires. Il devait quitter le territoire, mais il n'était pas jusqu'ici poursuivi pour violence conjugale. Si. Alors si, il avait eu une première condamnation avec du sursis pour des violences conjugales et une interdiction et une demande de quitter le territoire. Mais il y a eu toute une procédure qui s'est passée. Mais le problème, c'est que sur cette affaire, si vous voulez, il n'y a pas de dysfonctionnement par rapport au texte. Mais néanmoins, l'aboutissement, il est révoltant. Notamment, les services de la justice n'avaient pas indiqué ni à la dame ni aux travailleurs sociaux que cet homme avait été de nouveau remis en liberté. Et ça, c'est un problème. Donc là où on doit vraiment travailler en termes de politique publique, c'est sur la transmission des informations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de communication entre les services de justice et l'administration qui protégeait cette mère de famille. C'est tout à fait ça. En fait, cette dame-là, elle se pensait protégée puisqu'elle pensait qu'il était sur le point d'être expulsé. Est-ce qu'une enquête administrative va être ouverte pour déterminer d'éventuelles responsabilités? Écoutez, on est en train de regarder. Hier, j'ai tenu une première réunion à Poitiers avec la préfète et avec le député d'Angoulême, Thomas Meignier. On a réuni l'ensemble des travailleurs sociaux, des élus, du conseil départemental et puis des professionnels qui la suivent. Et là, on est en train de regarder avec mes collègues Gérard Collomb et Nicole Belloubet. Dans les jours à venir, on poursuit ce dossier. Marlène Schiappa, pour les violences sexuelles sur mineurs, le projet de loi que vous portez avec Nicole Belloubet arrivera au Sénat la semaine prochaine et le débat s'annonce ardu. Que dites-vous aux sénateurs qui ne comprennent pas que vous ayez renoncé à l'idée, cette promesse de présomption de contrainte en cas de relations sexuelles entre un majeur et un mineur? Alors, on n'a pas du tout renoncé. Si, de fait, vous avez renoncé. Je sais que vous dites le contraire, mais de fait, vous avez renoncé à cette idée de présomption automatique de contrainte. Automatique, absolument. Ce qu'il y a, c'est qu'en droit français, il n'y a pas de peine automatique. Donc le Conseil d'État nous dit qu'on ne peut pas écrire une loi dans laquelle il y aurait une peine automatique par respect des droits de la défense. Ça veut dire que je ne peux pas, si je dépose une plainte contre vous en disant que vous m'avez violée et si j'avais moins de 15 ans, il ne pourrait pas y avoir de peine automatique. Vous auriez toujours des droits de la défense. Vous pourriez vous défendre et il y aurait une instruction et un procès. C'est ça que le Conseil d'État a regardé. Néanmoins, nous renforçons très fortement la condamnation en disant que lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 15 ans, eh bien, c'est un abus de vulnérabilité et le manque de discernement ne permet pas de consentir à l'acte sexuel. Donc factuellement, on renforce la possibilité de condamner les viols sur les moins de 15 ans. Mais la façon dont la loi a été modifiée par les sénateurs en commission, donc avec cette présomption de contrainte, pardon, mais c'était la promesse initiale que vous aviez faite, cette modification-là, vous la jugez inconstitutionnelle? Alors c'est pas moi qui la juge inconstitutionnelle. En l'espèce, c'est le Conseil d'État effectivement qui nous dit qu'elle est inconstitutionnelle. Mais le débat se poursuit. Les sénateurs, moi je trouve que c'est important. On est dans un système bicamériste, donc il y a 2 lectures. Il y a une première lecture à l'Assemblée nationale et ensuite les sénateurs lisent et apportent un certain nombre de modifications. Celle-là, je pense qu'on ne la retiendra pas, mais il y a d'autres modifications qu'on est susceptible de retenir dans ce qui a été proposé par les sénateurs. Introduire l'égalité des sexes dans l'article
l'article 1 de la Constitution, comme l'a suggéré Richard Ferrand hier, qui était à votre place hier matin ici même. C'est une bonne idée? Oui, bien sûr. Moi, c'est quelque chose que je soutiens de longue date. Je pense que le fait de dire que les citoyens sont égaux sans distinction de sexe devant la Constitution et devant le droit français, c'est quelque chose d'extrêmement positif et qui correspond aux engagements du XXIe siècle, de la même manière qu'inscrire l'environnement dans la Constitution également. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que ça pourrait donner de la force à certains recours en justice? Alors les deux, d'abord c'est symbolique, mais moi je pense que l'égalité femmes-hommes c'est aussi un combat culturel, donc on avance aussi avec des symboles. Et ensuite j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, à cet égard, et effectivement ça pourrait renforcer un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment à la parité ou à l'égalité femmes-hommes dans les élections, dans la représentation politique entre autres, ou à l'égalité salariale et à d'autres textes législatifs de cet ordre. Alors un dossier qui n'est pas du tout dans le symbole mais dans le concret, vous avez peut-être vu le dossier de une du journal Libération ce matin sur les congés parentaux. 1% des pères qui pourraient bénéficier d'un congé parental aujourd'hui le prend. 1% seulement. Pourquoi la France a-t-elle freiné des 4 fers pour empêcher l'adoption d'une directive européenne qui rémunérait un congé parental de 4 mois pour le père et de 4 mois pour la mère? Marlène Schiappa. Alors, plusieurs choses. D'abord, on n'a pas freiné des 4 fers. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui portait la voix de la France à cet égard, a dit simplement qu'il était inapplicable de prendre une décision au niveau d'une directive européenne et de l'imposer à plusieurs pays qui partent de situations différentes. Ce qu'on appelle freiner des 4 fers. Quand on dit c'est inapplicable, bon, c'est votre avis, je le respecte. C'est pas le mien. On part d'une situation qui est très hétérogène. En Europe, vous n'avez pas 2 pays qui ont la même situation en termes de congés parentaux. Et je pense qu'il faut bien distinguer. Là, on ne parle pas d'un congé paternité, on parle d'un congé parental. Le congé parental en France, depuis la précédente législature, il est obligatoirement partagé. Moi, en tant que présidente du réseau Maman Travail, j'avais milité auprès du précédent gouvernement pour qu'il y ait une obligation de partage entre le père et la mère. Parce qu'en Suède, c'était le cas et c'était efficace. Eh bien, on s'est aperçu, malheureusement, et j'en suis la première à le déplorer, que ce n'est pas efficace, puisqu'on est passé de 96% des mères, des congés parentaux pris par les mères, à 98% des congés parentaux pris par les mères. Alors, donc, on s'aperçoit que l'obligation en termes de politique familiale en France n'est pas efficace. On a plusieurs choses à faire. D'abord, moi je crois qu'il faut renforcer le congé paternité, au-delà du congé parental. Actuellement, il est à 11 jours. 70% des pères les prennent. Moi, je pense qu'il est possible de l'améliorer, soit l'allonger, soit augmenter son indemnisation. C'est pour ça qu'on a commandé une mission à l'Inspection générale des affaires sociales, qui est en train de plancher sur différents scénarios pour que le gouvernement puisse l'améliorer de manière très positive. Ensuite, je pense qu'il faut mieux informer les pères sur leurs droits. Les pères, souvent, ils méconnaissent leurs droits au travail. Beaucoup d'entre eux ne savent pas que l'employeur ne peut pas leur refuser le congé paternité. C'est dans la loi. Donc, c'est important de leur dire. Donc, nous, on travaille avec les CAF, les caisses d'allocation familiale, pour que tous les jeunes pères reçoivent directement, que l'information aille à eux et qu'ils puissent mieux se saisir de leurs droits, notamment en termes de congé paternité. Question de Raphaël Antoven. Raphaël, c'est à vous. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. À Strasbourg, désormais, il est interdit de fumer dans les parcs. C'est-à-dire que concrètement, on prive les fumeurs d'air libre. Et alors, les mauvais esprits diraient que ça n'est pas l'hygiène, mais l'hygiénisme qui gagne du terrain avec une mesure comme ça. Ma question est simple et s'adresse en vérité à la maman que vous êtes, si vous me le permettez. Aimeriez-vous que vos filles grandissent dans un monde où il est absolument interdit de se nuire? Ou est-ce qu'à terme, ce monde-là ne vous semble pas plus dangereux que le nôtre? Ça dépend, c'est une très bonne question de bon matin. Ça dépend d'où l'on part. Moi, je pense que la question, c'est est-ce qu'on parle de se nuire les uns les autres ou de se nuire à soi? Je pense à l'idée que l'État vous interdise de vous nuire à vous-même, en fait. C'est-à-dire soit comme une nounou, en vérité, qui vous punissent quand vous faites du mal à vous-même. Je vois bien. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En France, quand on a des politiques publiques obligatoires en matière personnelle, que ce soit familiale ou de santé personnelle, il y a une forme d'effet backlash, c'est-à-dire une forme d'effet inverse. Là, je rentre de San Francisco. Le consul de France à San Francisco me disait qu'il y a eu tellement de promotions sur l'usage du préservatif que la communauté gay à San Francisco rejette maintenant l'usage du préservatif. C'est ce que me disait le consul. Et c'est exactement la même chose, je crois, pour la cigarette. Quand on veut empêcher les gens de se nuire à eux-mêmes malgré eux, il peut y avoir un effet retour et un effet inverse. Exactement, c'est ce qu'on observe en tout cas, c'est pas un conseil que je donne, c'est une observation que l'on peut faire. Est-ce que vous diriez que trop de prévention tue la prévention ? Non, je dirais que c'est trop d'obligation peut-être tue la prévention et peut-être que la pédagogie est meilleure que l'obligation. Néanmoins, dans les parcs à Strasbourg, je pense que l'idée c'est de protéger aussi les enfants et je pense que là, un enfant est évidemment sacré et qu'il faut évidemment éviter de fumer au-dessus de ses enfants et pour cela, il faut faire aussi de la pédagogie mais passer aussi par l'obligation.
Ça, on est d'accord. Ne pas fumer sur la tête des enfants, c'est certain. C'est mieux. Un petit quiz pour finir en guise de clin d'œil, Marlène Schiappa, puisque vous avez cité Marx récemment à propos des aides sociales avant d'être reprises par votre père. Qui a écrit... Alors, j'ai pas été reprise par mon père, et mon père, il tient beaucoup. Il m'a dit lui-même qu'il trouvait extrêmement patriarcal et machiste le traitement médiatique, parce que mon père n'est pas quelqu'un qui donne des leçons, c'est quelqu'un qui débat et qui m'a élevé dans le débat. On peut être en désaccord, ce n'est pas parce que c'est mon père qu'il a raison et que j'ai tort. Mais comme il vous a baigné dans les bons auteurs, qui a écrit dans la famille L'homme et le bourgeois, la femme et le prolétariat? Alors c'est Karl Marx, mais ça a été repris par Engels, et la première personne à l'avoir dite en réalité c'est Jenny Marx, mais c'est assez peu connu. Et ça a été écrit par Engels. Absolument. J'ai eu un débat avec Éric Coquerel à l'Assemblée puisqu'il l'attribue à Karl Marx, mais la première à l'avoir dit c'est Jenny Marx. J'y tiens. Merci Marlène Schiappa, vous avez réussi parfaitement ce quiz à la fois féministe et marxiste. Merci à vous, secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et les femmes et les hommes, pardon. Europe 1.